Ma sœur s'est moquée de moi devant tout le monde, puis son fiancé, stupéfait, a dit « Vous êtes la juge ». Je m'appelle Clarisse Dalton et j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte derrière un banc, à écouter les mensonges se dénouer. On pourrait croire qu'à force, je serais immunisée contre la cruauté. Mais rien ne vous endurcit autant que celle qui arrive enveloppée dans une robe en soie et le sourire d'une sœur. La fête de fiançailles était somptueuse. Des verres en cristal teintaient sous de doux lustres, et une musique murmurait, jouée par un quatuor à cordes dans un coin. La famille de son fiancé était partout. Un sourire parfait, une posture parfaite, une ignorance parfaite. Et puis il y avait moi, la sœur aînée que personne ne prenait la peine de présenter correctement, celle qu'on appelait discrète, comme si c'était une insulte. Je suis arrivée à l'heure, vêtue de noir sobre, comme toujours devant la cour. Et alors que je traversais la pièce en direction de la table à champagne, ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, a incliné légèrement la tête et a souri. Pas un sourire d'accueil, non, mais celui qui dit « Tu n'es pas censé être ici ». Elle s'est penchée vers ses amis, a murmuré quelque chose derrière sa main, et elles se sont toutes tournées vers moi, curieuses, amusées, méprisantes. Je n'ai pas bronché. J'ai entendu des meurtriers essayer de charmer un jury, j'ai vu des familles s'effondrer sous le poids d'une seule mauvaise décision. Mais ce soir-là, debout sous la douce lumière des lustres et du jugement, j'ai compris autre chose. Les pires trahisons ne viennent pas des étrangers, elles viennent de ceux qui savent exactement où viser. Les gens supposent souvent que le silence signifie la faiblesse, que si vous ne ripostez pas, c'est que vous n'en avez pas la force. Mais la vérité, c'est que certains d'entre nous ont appris très tôt que l'invisibilité était plus sûre, plus propre, plus facile à survivre. Grandir avec Camille, c'était apprendre à se faire petite. Elle était celle qui brillait, celle qui charmait, celle qui savait incliner la tête juste comme il faut pour obtenir ce qu'elle voulait. Nos parents la couvraient d'attention, comme si elle était faite de porcelaine et d'or. Ta sœur a un don avec les gens, disait-il, généralement après qu'elle s'était tirée d'affaire avec un petit mensonge ou une moue parfaite. Moi, j'étais la discrète, la sérieuse, l'enfant trop intense qui lisait dans les coins et reprenait les professeurs. Au lycée déjà, Camille avait décidé que j'étais ennuyeuse. Elle organisait des fêtes où je n'étais pas invitée, disait aux gens que j'avais été adoptée par une bibliothèque, se moquait de ma façon de m'habiller à table. Nos parents riaient. Clarisse ne sait juste pas se détendre, disait maman en gloussant, pendant que papa ne levait jamais les yeux de son assiette. Personne ne me demandait jamais ce que je voulais devenir. Personne ne s'intéressait à ce que je faisais après l'école, tant que je ne posais pas de problème. Alors je n'en posais pas. J'ai étudié. Je me suis réfugiée dans les manuels et le droit. J'ai appris à démonter un argument sans jamais élever la voix. Pendant que Camille courait après les garçons de la fac et échouait son diplôme en communication, j'ai obtenu mon diplôme en avance et intégré une école de droit, sans un seul mot d'encouragement de la maison. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, Camille a levé les yeux au ciel et a dit « Alors tu vas être une de ces femmes de salle des profs sans vie, hein ?» Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai déménagé de l'autre côté de l'État, j'ai travaillé pour un juge fédéral, j'ai poursuivi des affaires de crimes financiers jusqu'à ce que mon nom commence à compter dans le monde juridique. J'ai été nommée au banc à 38 ans, la plus jeune de mon district à l'époque. Le journal en a parlé, mon nom figurait à la une de la section métro, juste en dessous d'une photo de moi debout devant le palais de justice, la robe à la main. J'ai envoyé un exemplaire à mes parents. Personne n'a appelé. Leur silence ne m'a pas surprise. À ce moment-là, j'avais appris la différence entre la distance et la paix. Cela ne me faisait plus mal comme avant. J'avais ma salle d'audience, mes bureaux, ma vie. Je portais mon titre comme une armure et utilisais ma voix pour trancher à travers les absurdités des menteurs et des querelles mesquines. Les gens m'écoutaient. Dans ma famille, j'étais toujours juste la sœur aînée. Je n'ai vu Camille que quelques fois après cela, des mariages, des anniversaires, quelques rares fêtes où maman nous suppliait de faire semblant d'être encore proches. Elle arrivait en paillettes et talons aiguilles, toujours avec une nouvelle histoire sur à quel point sa vie sociale était épuisante. Je m'asseyais au bout de la table, la regardant jouer un rôle, me demandant comment quelqu'un pouvait faire autant de bruit sans jamais dire quoi que ce soit qui compte. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an quand j'ai reçu l'invitation.
C'était une enveloppe blanche brillante bordée d'or rose, parfumée bien sûr d'une fragrance florale écœurante. À l'intérieur, une carte disait « Rejoignez-nous pour célébrer les fiançailles de Camille Dalton et Jonathan Pierce ». Il n'y avait aucune mention de moi sur l'invitation. Pas de « +1 », même pas un mot manuscrit. Puis est arrivé le texto « Salut sœur, juste pour info, ne te sens pas obligé de venir si tu es occupé. La famille de Jonathan est un peu haut placée. Essaie de ne pas porter quelque chose de trop sérieux, ok ? 20c. Trop sérieux. Cette phrase m'est restée en tête pendant des jours. Elle n'avait aucune idée à quel point j'étais devenue sérieuse. Combien de vies j'avais changé au son d'un coup de marteau. Combien d'hommes en costume à $1000 m'avaient appelé « Votre honneur » avec une voix tremblante. Camille pensait encore à moi comme à la fille en vêtements d'occasion, accrochée à ses livres et à sa rigueur. Elle ne me connaissait pas du tout. Mais c'était ça, le problème, il n'avait jamais demandé. Alors j'ai acheté une robe, noire, simple, élégante. Rien de flashy, juste bien taillée. J'ai réservé un vol, loué une voiture, décliné la chambre d'hôtel qu'elle m'avait proposée, et fait mes propres arrangements. Et puis, pour la première fois depuis 10 ans je suis retournée dans la fosse aux lions sans aucune intention de me faire petite. Je n'y allais pas pour elle, ni même pour eux. J'y allais pour le silence, celui qui m'avait suivi pendant des années, et que j'étais enfin prête à briser. Le lieu était un domaine vitré perché sur une colline, avec des haies parfaitement taillées et un service de voiturier. Le genre d'endroit qu'on loue non pas parce qu'on l'aime, mais parce qu'on veut que les gens sachent qu'on peut se le permettre. Le nom de Camille était imprimé en lettres dorées sur le panneau de bienvenue, suivi de celui de Jonathan, dans une police légèrement plus petite, ce qui me disait déjà tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur dynamique. Je suis arrivée avec 5 minutes d'avance. Toujours 5, jamais plus. J'ai observé depuis la voiture les invités arriver peu à peu, s'embrasser, rire, ajuster leurs boutons de manchette coûteux et leurs robes qui portaient encore les plis de l'emballage plastique. Camille avait toujours été obsédée par les apparences bourgeoises, même si son compte en banque disait le contraire. J'imaginais qu'elle avait brodé une histoire charmante pour la famille de Jonathan, dans laquelle elle était la mondaine élégante, et sa sœur trop rigide pour avoir une quelconque importance. Et puis je suis entrée. Il n'y eut pas d'annonce, pas de murmure étonné, juste un regard de l'hôtesse qui me tendit une flûte de champagne en disant « Bienvenue ». Sa voix était polie, distante, et je pouvais dire qu'elle n'avait aucune idée de qui j'étais. Parfait. À l'intérieur, l'endroit bourdonnait. Des gens en chaussures cirées et sourires maîtrisés flottaient d'un coin à l'autre, gravitant autour de Camille comme si elle était le soleil. Je suis restée à l'arrière, sirotant discrètement, observant à quel point tout le monde entrait facilement en orbite autour d'elle. Elle était belle, je l'admets. Mais la beauté et le caractère n'ont jamais eu grand-chose à voir l'un avec l'autre. J'aperçus nos parents de l'autre côté de la salle. Les cheveux de mon père étaient plus gris, mais il avait toujours cette même expression passive qu'il arborait durant la majeure partie de notre enfance. Présent mais pas impliqué. Ma mère, en revanche, rayonnait, vêtue d'une robe trop jeune pour son âge et d'un collier que je reconnus comme étant un cadeau que je lui avais envoyé des années plus tôt, et qu'elle n'avait jamais daigné reconnaître. Elle m'aperçut, s'arrêta et me sourit avec une confusion polie, comme si j'étais une connaissance dont elle n'arrivait pas à se rappeler le nom, puis se retourna vers ses amis. Pas un mot, même pas un signe de la main. Je trouvai une place près d'une table dans un coin, partiellement cachée par l'une des énormes compositions florales. C'était mieux ainsi. Ils ne voulaient pas que je sois visible, et moi, je ne voulais plus être vue à travers leurs yeux. Puis Camille me trouva. Elle était en plein mode hôtesse, bise dans le vide, main douce, rire fin. Quand ses yeux se posèrent sur moi, quelque chose se tendit derrière son regard. « Eh bien, regarde qui est venu, dit-elle, sa voix dégoulinante de chaleur factice. Je n'étais pas sûre que tu viendrais. Je ne pensais pas que ce genre de soirée était vraiment ton truc. Ça ne l'est généralement pas, répondis-je en assortissant son sourire au mien, mais j'avais du temps. Elle fit un geste vers ma robe avec un sourcil levé. Du noir, hein? Un choix audacieux pour une fête de fiançailles. Je ne pris même pas la peine d'expliquer que le noir était ce que je portais quand je voulais qu'on me prenne au sérieux. Je savais qu'il ne fallait pas offrir de profondeur à ceux qui ne venaient que pour effleurer la surface.
Il fallait bien que quelqu'un ancre un peu la palette, dis-je à la place. Elle cligna des yeux, visiblement incertaine si j'étais sarcastique, puis se pencha et baissa la voix. Essaie juste de ne pas rendre les choses gênantes, d'accord? La famille de Jonathan est, tu sais, très portée sur les apparences, et il pose beaucoup de questions. Je soutins son regard. Peut-être qu'ils auront des réponses honnêtes. Ce fut suffisant pour la faire éclater de rire, bruyamment, théâtralement, avant de balayer la remarque comme si j'avais fait une blague. Classique Clarisse, toujours si intense. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, déjà en train de glousser avec quelqu'un portant des talons trop hauts pour marcher. Je soufflai lentement et bus une gorgée. Voilà, encore ce mot, intense. Une vie entière à être qualifiée de « trop », alors que tout ce que j'ai jamais essayé d'être, c'est « assez ». Jonathan m'a approché plus tard, pendant le dîner. J'étais seule à la table, à picorer dans une assiette de canard fumé refroidi. Il avait l'air d'un politicien, grand, lisse, précautionneux. Le genre d'homme qui serre les mains avec ses deux paumes, et qui s'entraîne probablement à faire preuve d'empathie devant un miroir. « Clarisse, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « La sœur de Camille ?» J'acquiesçai. « C'est bien moi. » Il sourit, mais ça n'atteignit jamais vraiment ses yeux. « Elle ne parle pas beaucoup de toi. » Je ne savais pas si vous étiez proches. Je penchai la tête. « Nous sommes sœurs. » Il ricana, incertain de ce qu'il devait faire de ça. « Elle a dit que tu faisais quelque chose dans le droit. » Je croisai son regard. Quelque chose comme ça. Il y eut une lueur de curiosité dans ses yeux, mais elle s'éteignit vite. Il ne posa aucune autre question. Camille lui avait probablement rempli la tête d'une version édulcorée de ma vie, assistante juridique, peut-être, ou conseillère en politique, n'importe quoi sauf la vérité. Et ça m'allait. Certaines vérités sont comme des verdicts, on ne les rend pas avant que le procès soit terminé. Le dîner laissa place au discours. Les amis de Camille se levèrent une à une, ricanant pendant des toasts pleins de souvenirs d'enfance et de compliments si sucrés qu'ils frôlaient les sermements. C'était le genre de performance qui donne aux gens le sentiment d'être importants par association. Rire au bon moment, boire sur commande, sourire pour la caméra. Camille absorbait toute cette attention comme de la lumière, son rire flottant dans la salle avec l'élégance de quelqu'un habitué à être adoré. Je suis restée assise à l'extrémité de la salle, partiellement cachée par une composition d'orchidées blanches. Je n'étais pas là pour être vue. Et ils me facilitèrent la tâche. Toute la soirée, j'étais devenue un élément du décor, quelqu'un qu'on dépasse sans même s'en rendre compte. Une femme seule en noir, en marge d'une fête conçue pour des flûtes à champagne par deux et des photos pastels. Quelques personnes me sourirent poliment. Personne ne me demanda qui j'étais. Même pas les proches de Jonathan, malgré le fait que Camille ait présenté la moitié de la salle avec des histoires exagérées sur à quel point elle était connectée à un tel ou une telle. À un moment, j'ai entendu quelqu'un demander à Jonathan si Camille avait des frères et sœurs. Il haussa les épaules. « Elle en a », dit-il en sirotant son verre, « mais ils ne sont pas proches. » Je n'ai même pas scié. C'était leur histoire, ça l'avait toujours été. J'étais la distante, la froide, la sévère, celle qui prenait tout trop au sérieux. Peu importait que Camille n'ait pas rappelé pour mon anniversaire depuis 5 ans, ou que j'ai traversé tout l'État pour l'opération de maman, pour qu'on me demande d'attendre hors de la salle de réveil, afin que Camille ait de l'espace. Qu'ils racontent ce qu'ils veulent. J'avais vécu assez longtemps pour faire la différence entre la vérité et le récit. Et puis Camille s'est levée. Elle a tapé son verre avec sa fourchette, tous les regards se tournant vers elle. Le lustre projetait des éclats sur sa robe à paillettes, comme un signal d'alarme. Elle a pris le centre de la scène comme si elle avait été construite pour elle. « Je voulais juste remercier tout le monde d'être ici ce soir », dit-elle en rayonnant. « Vraiment, je me sens tellement chanceuse. » La foule lui a rendu son sourire. Certains avaient déjà levé leur téléphone, prêts à capturer ce qu'ils pensaient être un nouveau discours charmant. « Je sais que ça va peut-être vous surprendre », poursuivit-elle en gloussant, « mais je n'ai pas toujours été aussi bien organisée. » Rire doux. Jonathan sourit, se penchant en arrière sur sa chaise, fier. En fait, continua Camille, en grandissant, j'étais la turbulente. Ma sœur Clarisse, elle, c'était l'inverse.
Elle était, disons, très stricte. Très à cheval sur les règles. Il y eut une pause, du genre que les gens prennent pour de l'humilité, juste avant qu'une blague ne tombe. Un jour, elle a déposé une plainte officielle parce que j'avais emprunté son pull sans demander. J'avais 13 ans. Des rires éclatèrent. Je suis restée immobile, mon expression indéchiffrable. Elle a toujours été comme ça, dit Camille en agitant la main avec désinvolture. Critique, rigide. Franchement, je suis déjà reconnaissante qu'elle soit venue ce soir. Elle n'est pas très fan des réunions de famille ou, vous savez, de sourire. Elle me regarda droit dans les yeux, soutint le regard juste assez longtemps pour que cela se remarque, puis me fit un clin d'œil. Ma fourchette reposait doucement à côté de mon plat resté intact. Jonathan lui donna un léger coup de coude. « Sois gentille », dit-il avec un sourire, puis il se tourna vers moi, souriant comme s'il faisait partie d'une petite blague inoffensive. « Mais vraiment, » ajouta-t-il, « on a de la chance qu'elle ait trouvé du temps. Je veux dire... Camille disait que tu bossais dans, c'était quoi, les archives du comté ? » Je penchai légèrement la tête, sans répondre. « Ou peut-être dans l'administration, » ajouta-t-il. « Dans tous les cas, ça doit être des papiers importants. » Voilà. L'insulte n'était même pas cruelle. C'était pire. C'était une petite condescendance, une forme d'effacement, énoncée avec tant de légèreté qu'elle ne faisait même pas mal. Elle ne faisait que clarifier. Camille semblait ravie. Son sourire s'étira comme celui d'un chat, se prélassant dans l'idée que, comme toujours, j'allais l'avaler en silence. J'essuyai le bord de mon verre et croisai le regard de Jonathan. « Excuse-moi, dis-je calmement, où as-tu entendu ça ?» Il cligna des yeux. Camille a dit quelque chose à propos d'un bureau de gouvernement, de travail administratif. Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le moment s'étirer, la pression s'installer à l'endroit même où leur confiance s'asseyait avant. « Non, dis-je. Ce n'est pas exact. » Camille rit nerveusement. « Oh allez, ne sois pas si dramatique. » Elle a raison, dis-je en fixant toujours Jonathan. Je ne travaille pas dans l'administration. Une autre pause. Plus longue, cette fois. Je suis juge. Le silence fut immédiat. Épais. Comme si toute la salle avait retenu son souffle et ne savait plus comment l'expirer. D'une table à gauche, une voix perça, « Attendez. Juge Dalton ?» Des têtes se tournèrent. Quelqu'un haleta. Une femme plus proche de la scène plissa les yeux. « Du jugement le plus équitable » chuchota-t-elle. Je l'ai entendu. Camille aussi. Jonathan me fixa, comme s'il voyait quelque chose sous la surface d'une peinture, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué. « Tu es juge ?» demanda-t-il. Mais cette fois, il n'y avait plus de sourire. Plus de charme. Je hochai simplement la tête. Cour supérieure, 11e district. Sa main glissa du dos de Camille. Mais Camille a dit que tu n'étais jamais allé bien loin, que tu étais. Je ne l'ai pas laissé finir. La femme en vert près du bar parla à nouveau, plus fort cette fois. Elle a géré l'affaire Eastman. Cette condamnation a fait la une nationale. Des murmures se propagèrent. Des téléphones sortirent discrètement des poches. Des recherches Google furent lancées sous les nappes en lin. Un homme ajusta sa cravate. Une femme se sentit gênée, réalisant qu'elle riait encore quelques instants plus tôt. Et Camille, son visage changea. Plus de confiance. Pas encore de colère. Juste, acculée. Je ne savais pas qu'elle faisait encore ça, marmonna-t-elle. Je croyais qu'elle avait arrêté. Je me suis levée, alors. Pas brusquement. Lentement. Délibérément. J'ai plié ma serviette et l'ai posée délicatement sur mon assiette. Chaque geste portait désormais du poids. Non pas parce que je le voulais, mais parce que ce poids avait toujours été là. Il ne l'avait juste jamais vu. J'ai croisé une dernière fois le regard de Jonathan. Quand les gens ne posent pas de questions, dis-je doucement, ils ne devraient pas être surpris par les réponses. Camille ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle regarda nos parents, qui semblaient tout aussi stupéfaits. Les lèvres de ma mère étaient entr'ouvertes. Mon père était devenu pâle.
Je les ai tous dépassés. Les murmures choqués, les regards en coin, les masques qui fondaient. Pas besoin de drame. Pas de théâtre. Juste une gravité tranquille. Je n'avais pas besoin de me justifier. Le verdict avait déjà été rendu. Je ne suis pas restée pour le dessert. Il n'y avait plus rien à dire. Rien de plus doux que le silence que j'ai laissé derrière moi. Dehors, la nuit semblait plus fraîche, plus pure. Le genre de silence qui ne réclame pas l'attention, qui existe juste, stable et réel. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans me retourner. Pas d'applaudissements. Pas d'adieu. Juste le bruit du gravier et de la liberté. Mon téléphone a vibré une fois, puis encore. Un appel manqué de ma mère. 2 messages de Camille. Tu aurais pu me le dire. Pourquoi m'humilier comme ça? Comme si les faits étaient des armes. Comme si dire la vérité, lorsqu'on vous la demande, était une attaque. Je n'ai pas répondu. Cela faisait des années qu'ils ne demandaient plus qui j'étais. Ils avaient supposé, projeté, réduit mon existence à la version d'eux-mêmes qui les faisait se sentir plus grands. Et quand la vérité est sortie, ils n'ont pas ressenti de remords. Ils se sont sentis exposés. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Il fut un temps j'aurais tout donné pour être reconnu, pour être invité à partager leur fierté. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé d'en avoir besoin. Ce que j'ai construit ne nécessitait pas leur bénédiction. J'avais mérité chaque centimètre de ma vie, sans raccourci, sans applaudissements, sans nom de famille pour tirer les ficelles. Juste du travail silencieux, constant, sans éclat, le genre de travail qui a du poids dans des salles où ils n'ont jamais mis les pieds. À l'intérieur, j'imaginais l'agitation, Camille en train de réécrire les histoires, Jonathan réalisant que son arrogance avait des limites, mes parents assis en silence, ne sachant comment gérer la fille qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Mais je n'avais plus besoin de leur compréhension. Ils n'avaient pas échoué à me voir parce que j'étais invisible. Ils avaient échoué parce qu'ils n'avaient jamais regardé. Maintenant, ils allaient le faire. Et même s'ils n'en disaient jamais un mot, même s'ils n'admettaient jamais qu'ils avaient eu tort, quelque chose avait changé. Pas parce que je l'avais exigé, mais parce que la vérité a cette manière bien à elle de faire bouger l'air. Je n'avais pas besoin de projecteur. Je n'ai jamais voulu être au centre de la scène. Tout ce que j'ai jamais voulu, c'était ma place au banc. Et la force silencieuse et durable d'enfin être vue.